Bien, du coup, moi, c'est Jean-Christophe Becquet. Je suis consultant indépendant, au départ sur le logiciel libre. Je fête mes 20 ans d'activité cette année. Et un peu comme notre intervenant de ce matin, j'ai vécu 20 ans dans les Alpes de Provence à Digne-les-Bains. Et comme Digne, c'est un désert économique, c'est pas la seule raison, mais j'ai fortement orienté mon activité vers le secteur public, les collectivités locales. Et en bossant avec les collectivités locales, de plus en plus, au milieu des années 2000, j'ai eu des demandes, des besoins pour des données géographiques. Et du coup, je me suis intéressé de près à OpenStreetMap, parce que, alors je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les données de l'IGN sont disponibles en open data sous licence libre. Ça, c'est depuis le 1er janvier 2021, 3 ans. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, si on voulait faire des plans de communes, des plans touristiques, de randonnée, de vélo, la seule donnée libre et de qualité, c'était OpenStreetMap. Et aujourd'hui, ça représente à peu près la moitié de mon activité d'accompagner des territoires à bosser sur OpenStreetMap, soit pour contribuer à OpenStreetMap, pour mettre leurs données dans OpenStreetMap et utiliser du coup OpenStreetMap qui est devenu vraiment un hub de données. Et aujourd'hui, il y a des centaines d'applications qui consomment la donnée OpenStreetMap. Donc si vous êtes un département et que vous mettez vos données d'itinéraire cyclable dans OpenStreetMap, vos données d'itinéraire cyclable, elles vont redescendre en fait dans toutes les applis qui consomment la donnée OpenStreetMap. Et donc ça intéresse les territoires de contribuer à OpenStreetMap pour ça. En tout cas, j'essaye de les convaincre dans ce sens. Ou alors pour consommer la donnée OpenStreetMap, éventuellement mélangée avec d'autres données libres. Par exemple, j'ai accompagné une association grenobloise qui s'appelle Alpela et qui a fait un topo guide de randonnée accessible depuis la métropole grenobloise sans voiture. Donc c'est comme un topo guide de randonnée classique, sauf qu'au lieu de vous dire tu prends ta voiture, tu regardes dans l'épingle à cheveux et tu prends le chemin derrière le petit pont, ça vous dit tu vas à la gare de Grenoble, tu prends le T64, il t'emmène à Lens-en-Vercors, tu changes, tu prends le T67 que tu as réservé la veille, il t'emmène à Corançon et là tu fais la traversée des Hauts-Plateaux, de l'autre côté. Voilà. Et donc du coup, pour faire ce topo guide, ils avaient besoin de cartes sur lesquelles il y avait les informations de randonnée et les informations de transport public, les gares, les réseaux de bus. En fait, ça n'existe pas. En France, on a des superbes cartes de randonnée. On a des opérateurs de transport qui font des plans de leur réseau, mais on n'a pas de carte qui mixte les deux. Et donc, avec Alpela, on a pris plein de bases de données disponibles en open data et on les a assemblées pour faire vraiment des cartes sur mesure. Voilà, ce topo guide est en vente dans toutes les bonnes librairies grenobloises et à l'office de tourisme, et c'est super. Ça s'appelle 50 randonnées sans voiture autour de Grenoble. Et du coup, ce que je propose de vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est la donnée d'OpenStreetMap. Alors, qui connaît OpenStreetMap et qui contribue à OpenStreetMap? Qui a contribué sur le fait plus avant? Donc, vu le retour, vous savez donc sans doute tous que OpenStreetMap n'est pas une carte, mais que OpenStreetMap est une base de données. Et que ce qu'on voit quand on va sur le site openstreetmap.org, en fait, ce n'est que donc, ce qu'on appelle un rendu, un donné à voir des données présentes dans la base de données. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de données dans OpenStreetMap que si on voulait faire une carte qui montre toutes les données présentes dans OpenStreetMap, la carte, elle serait juste illisible, parce que les données se chevaucheraient, les noms de lieux, etc. Et donc, du coup, on fait ce qu'on appelle des rendus. Pour faire un rendu, ça consiste à sélectionner certaines données qui nous intéressent pour un usage précis et à les donner à voir avec des codes couleurs, des polices de caractères, des pictos. Donc, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle le rendu par défaut. C'est la carte qui est présentée quand vous allez sur le site openstreetmap.org. Mais en fait, on peut avoir tout un tas d'autres rendus. Donc, un certain nombre sont disponibles sous ce bouton-là, couche de cartes. Donc, on va avoir des rendus pour le vélo qui vont mettre en évidence les pistes cyclables, les magasins de réparation de vélos, les arceaux vélos, une carte de transport qui va mettre en évidence les lignes de bus, les arrêts de bus, les gares et tout ce qui a trait au transport public. Une carte topographique qui va être plutôt destinée aux personnes qui font de la randonnée, du trail. Et puis après, ça, c'est un certain nombre de rendus qui ont été
sélectionnés, qui ont été retenus par la Fondation OpenStreetMap pour être mis en avant sur le site portail OpenStreetMap.org. Mais en fait, comme les données OpenStreetMap sont libres, n'importe qui peut faire son rendu, et donc des rendus, il en existe des centaines. Il y a des rendus pour le ski, il y a des rendus pour le tourisme, il y a des rendus, et puis je peux, si je veux, faire mon rendu pour... voilà, il y a une contributrice qui a fait OpenBeerMap, qui donne un rendu avec les bières qui sont servies à la pression dans ses bars préférés. Et on peut vraiment, comme c'est de la donnée libre, fabriquer n'importe quel rendu. Mais au-delà des rendus, à part les rendus, on peut aussi faire des calculs d'itinéraires pour différentes modalités, voiture, vélo, piéton, et puis des choses plus sophistiquées. Mais au-delà des rendus, en fait, ce qui peut être intéressant pour des développeurs, c'est d'accéder vraiment aux données qui sont derrière la carte. Et donc, ce que je propose, c'est de vous montrer 3 manières d'accéder aux données qui sont derrière la carte. D'abord, le bouton point d'interrogation. Donc là, je suis sur le site openstreetmap.org. Je sélectionne ce bouton-là qui s'appelle « Interroger les objets ». Je clique sur n'importe quel point de la carte. Et quand je clique sur le point, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va interroger les objets qui sont autour du point sur lequel j'ai cliqué, et ça va me les proposer. Donc, dans le résultat à gauche, là, s'affichent tous les objets présents dans la base, y compris ceux qui ne s'affichent pas sur le rendu que je suis en train de consulter. Donc, ça permet vraiment d'avoir une consultation en profondeur de la base de données, et chaque objet est un lien, et si je clique sur le lien, je peux avoir les informations détaillées de l'objet, savoir quel est le... Tiens, ça c'est un corps de bois. Quel est le contributeur qui a modifié cet objet, quand, et s'il y a des informations attributaires, je peux les visualiser de manière détaillée. Mais ça, c'est juste une interface de consultation, et ce n'est pas la bonne manière si je veux télécharger les données, récupérer les données pour les consommer. Donc du coup, il y a une autre manière d'interroger les données, c'est ce qu'on appelle dans le jargon OpenStreetMap Overpass. Donc Overpass, c'est l'API d'OpenStreetMap. C'est un langage de requête qui peut faire penser dans une certaine mesure à du SQL, même si c'est un langage vraiment spécifique à OpenStreetMap, qui permet donc d'interroger les objets sur une emprise donnée et de les récupérer soit sous forme d'XML, soit sous forme de JSON, soit sous forme de CSV, en fonction de l'utilisation qu'on peut en faire. Alors le langage Overpass, il est un peu technique, je ne vais pas vous faire un cours d'Overpass là, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un assistant. Donc là, je suis sur un outil qui s'appelle Overpass Turbo. Overpass Turbo, c'est une interface web pour faire des requêtes Overpass. Donc j'ai une partie dans laquelle j'ai ma requête, une partie dans laquelle j'ai la carte, avec les données qui sont le résultat de ma requête, qui sont montrées sur un fond OpenStreetMap. Et après, je peux récupérer ces données pour les enregistrer et les réutiliser plus tard. Et l'avantage donc de cet assistant qui est fourni par Overpass Turbo, c'est que je peux écrire des requêtes sans connaître la syntaxe du langage Overpass. Donc dans OpenStreetMap, les objets sont identifiés par des attributs clé égale valeur. Donc en gros, la clé, ça donne la famille de l'objet, par exemple la famille Amenity. Les amenities, c'est tout ce qui rend un service. C'est la plus grande famille d'objets dans OpenStreetMap, donc on va trouver les points d'eau, les toilettes, les bancs publics, les arrêts de bus. Après, vous avez la famille des buildings, dans laquelle on va trouver tous les bâtiments, la famille des highways, dans laquelle on va trouver tout ce qui est filaire de voirie, chemins, pistes, etc. Et puis après, il y a quelques familles thématiques, comme par exemple tourisme, dans laquelle on va trouver les hôtels, les musées. Et donc, du coup, quand on connaît la clé et la valeur d'un objet, eh ben, on peut la donner à l'assistant pour qu'il nous écrive la requête. Donc, je vais prendre ce qui est proposé dans l'exemple là, parce que c'est un type de données sur lequel OpenStreetMap est particulièrement pertinent et qualitatif. C'est les points d'eau potable. Je veux donc faire une requête en lui disant « cherche-moi les points d'eau potable ».
Donc je lui donne la clé valeur sur laquelle je veux interroger, et lui, il m'écrit la requête. Donc la requête, elle est composée d'un en-tête qui dit dans quel format je veux récupérer les données en sortie. Ensuite, dans OpenStreetMap, on a trois types d'objets, trois types de géométrie possibles. On a des nœuds qui donc vont représenter des points. On a des way qui peuvent être soit ouverts, soit fermés. Si un way est ouvert, ça va être une ligne qui va représenter par exemple le tracé d'une route ou d'une rivière. Si un way est fermé, ça va être un polygone qui va représenter une emprise ou un bâtiment, un lac. Et puis on a un troisième type d'objet qui est un petit peu plus complexe, qu'on appelle les relations. Une relation est composée de nœuds et de way et sert à décrire un objet de plus haut niveau, comme par exemple une ligne de bus. Une ligne de bus, ça va être une relation qui est composée de tous les nœuds qui représentent les arrêts parcourus par cette ligne de bus et de tous les ways qui représentent les tronçons de rue empruntés par cette ligne de bus. Et puis on a des relations comme ça qui permettent de décrire une zone composée de plusieurs bâtiments, un parc composé d'éléments de mobilier urbain et de jeux, et ainsi de suite. Donc là, cette requête, ce qu'elle veut dire, c'est je veux récupérer les nœuds, les ways et les relations qui ont comme clé amenity valeur drinking water. Et bbox ici signifie que la requête s'exécutera sur l'emprise qui est zoomée dans la fenêtre en dessous. Donc pour éviter que la requête prenne trop de temps et que je me fasse blacklister sur les serveurs de requête, je vais zoomer sur une emprise plus réduite. Et à la fin, on a une instruction qui dit qu'est-ce qu'on veut récupérer en sortie. Est-ce qu'on veut récupérer seulement les géométries, seulement les données attributaires ou avec quel niveau de détail. Et la requête, la directive outgeom, comme son nom ne l'indique pas, enfin moi intuitivement je m'attendrais à ce que ça renvoie plutôt que la géométrie. En fait, ça renvoie tout. Donc si j'exécute cette requête, ce que je vois c'est les petits ronds là qui correspondent chacun à un point d'eau potable décrit dans la base de données OpenStreetMap sur ce secteur de Grenoble. Je peux sélectionner chaque point pour voir les attributs qui le composent. Donc là, par exemple, ça dit que c'est une fontaine publique, qu'elle est accessible en fauteuil roulant et que donc l'eau est décrite comme potable. Voilà, et donc ça, je l'ai pour chaque objet. Alors en fonction du travail des contributeurs et des contributrices, vous voyez là, c'est très peu détaillé. On a juste dit qu'il y avait un point d'eau potable. Et puis là, on a renseigné le type de fontaine et la date à laquelle a été vérifié ce point. Et puis en fonction des points, on a plus ou moins de détails d'informations. Et donc, cette information, je peux la visualiser soit sur une carte, comme vous le voyez là, soit, mais là j'ai un problème de taille d'écran, je peux aussi visualiser les données, mais là j'ai pas le bouton pour voir les données. Alors, est-ce que je peux l'avoir en réduisant la fenêtre? Il me la met dessous. Okay. Voilà. Donc ça c'est ma donnée. C'est la même chose que ce qui est représenté sur la carte juste au-dessus, mais en format GeoJSON. Donc pour chaque point, j'ai ses coordonnées géographiques en latitude, longitude, son identifiant dans la base de données OpenStreetMap et puis les attributs. Et donc cette information-là, je peux la récupérer, exporter, enregistrer sous et puis l'exploiter. Et comme c'est une API, je peux aussi l'attaquer en direct depuis. Donc c'est comme ça que fonctionnent la plupart des applications basées sur OpenStreetMap qui font du temps réel. On interroge l'API Overpass et on récupère sur la base d'une requête les données sur une emprise. Donc, quand vous avez des applications type Organic Maps ou Osmand, en gros, c'est comme ça que ça marche. On fait une requête sur la base d'un attribut, on récupère les données et on vous les donne à voir, soit sur une carte, soit sous forme de liste ou de tableau, etc.
La difficulté que rencontrent les géomaticiens, donc les personnes dont c'est le métier de travailler avec de la donnée géographique, on en trouve beaucoup dans les collectivités territoriales, c'est que les géométries telles que je les ai décrites, nœuds, way et relations, ne correspondent pas aux géométries qui sont celles qui sont habituellement manipulées par les géomaticiens dans les logiciels de SIG, Système d'information géographique. Dans OpenStreetMap, vous avez des nœuds, des way et des relations. Et dans les systèmes d'information géographique, vous avez des points, des lignes et des polygones. Alors les points, c'est facile, c'est les nœuds. Mais les lignes et les polygones, ça va être les way. Et du coup, il va falloir, dans les way, savoir distinguer lesquels sont des lignes et lesquels sont des polygones. En fait, un polygone, c'est un way dont le premier et le dernier point sont identiques. Un way qui est fermé sur lui-même. Et les relations, bah, c'est très compliqué parce qu'il va falloir reconstituer dans une ligne de bus, par exemple, il y a une information linéaire et il y a une information succession de ponctuels. Et il va falloir reconstituer toutes ces... convertir ces géométries depuis le modèle de données OpenStreetMap vers le modèle de données des géomaticiens. Et donc pour ça, bah, il y a un super logiciel libre qui s'appelle QGIS. Alors QGIS, c'est un très vieux logiciel libre, et c'est un logiciel libre qui répond à l'intervention que je faisais ce matin après la présentation de Sarah sur un logiciel qui a une communauté de contributeurs qui sont capables de travailler vraiment en mode collaboratif. Sur QGIS, il y a plusieurs dizaines d'entreprises partout dans le monde qui contribuent au développement de QGIS. Il y a aujourd'hui en France des gros acteurs publics comme le ministère du Développement durable ou des agences de l'eau à l'échelle d'une région qui passent des marchés publics pour commander des fonctionnalités dans QGIS. Ces fonctionnalités sont financées, sont développées et sont contribuées à QGIS et disponibles sous licence libre. Et donc, dans chaque nouvelle version qui sort de QGIS, il y a vraiment c'est un logiciel qui évolue très vite et avec une communauté qui est très dynamique et très active. Les versions de QGIS sont nommées en fonction de la ville où s'est tenu le dernier sprint développeur. Et la version 3.38 qui sort bientôt s'appellera Grenoble. Et je trouve que ça, on doit s'en réjouir et s'en féliciter, en être fier. Voilà. Le dernier meeting développeur QGIS, il s'est tenu à l'IUGA, à Grenoble, à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine, qui a accueilli 3 jours d'événements autour d'OpenStreetMap et de QGIS. Et donc, un des résultats, un des fruits de ces travaux, il y a une vingtaine de développeurs qui se sont enfermés dans une salle pendant toute une journée pour travailler sur la prochaine version. Et du coup, la prochaine version s'appellera Grenoble. Alors, comme moi, je travaille sous Debian et en plus pas la dernière version, comme ça a été dit aussi ce matin, sous Debian, on a tendance plutôt à avoir des versions obsolètes. Donc moi, je n'ai pas encore la version Grenoble. Mais c'est pas grave, ça marche très bien et ça va me permettre de vous montrer en fait comment sous QGIS on peut récupérer la donnée OpenStreetMap. Donc il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui est l'équivalent de ce qu'on voit quand on va sur le site openstreetmap.org, qui est d'avoir en fait un fond OpenStreetMap dans votre projet QGIS. Ça sert essentiellement à avoir un référentiel, à savoir où vous êtes. Voilà. Mais dans ce fond, en géomatique, le terme c'est raster. Dans le monde de l'image, ça correspond à une image bitmap en fait. C'est une image dans laquelle il n'y a pas d'intelligence des données. C'est un rendu des données OpenStreetMap, mais ça, je ne peux pas l'interroger. Je ne peux pas lui dire, par exemple, voilà, si je zoome, je vais voir un certain nombre d'informations, un certain nombre de points d'intérêt, mais je ne peux pas lui dire, tiens, les bâtiments d'intérêt patrimonial, ils sont avec ce picto marron là, moi je voudrais un picto bleu. Je ne peux pas faire ça parce qu'en fait, c'est inscrit dans l'image, c'est des pixels, et il n'y a pas d'intelligence derrière. Et donc du coup, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir requêter les données OpenStreetMap pour les récupérer en format vectoriel. Donc du coup, voilà, dans les SIG, c'est un peu comme dans le monde du graphisme. Vous avez
les données, alors le terme c'est raster, mais ça correspond aux données bitmap, donc type ce qu'on manipule dans un logiciel comme GIMP. Et puis vous avez les données vecteurs, ce qu'on manipule dans un logiciel comme Inkscape, qui vont être associés à des données attributaires. Et donc il y a une entreprise française assez active dans la communauté QGIS qui s'appelle 3Lise, qui a financé il y a quelques années un stage de master qui a permis à un étudiant en 3 mois de développer un plugin QGIS pour interroger les données OSM, pour pouvoir faire des requêtes overpass depuis QGIS. Et ce que fait ce plugin, alors il offre, vous allez voir une petite interface, pareil, d'assistant pour si on ne sait pas écrire sa requête, mais surtout ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la moulinette qui transforme les données depuis le modèle de données OpenStreetMap vers le modèle de données QGIS. Donc ce plugin s'appelle Quick OSM, OSM pour OpenStreetMap, et si j'exécute ce plugin, c'est bon, vous voyez, en fait, il me demande quelle clé, quelle valeur je veux interroger, sur quelle emprise, et juste en cliquant sur exécuter la requête, je vais pouvoir récupérer mes données. Donc, je vous montre sur un autre exemple, Amenity égale bus station, par exemple. Donc, je lui dis de chercher tous les arrêts de bus. Alors, je peux soit lui dire de faire la requête sur l'emprise du canvas, c'est-à-dire la zone qui est zoomée dans ma fenêtre de visualisation, soit de rechercher dans une emprise qui est décrite dans OpenStreetMap. Donc, toutes les communes françaises sont bien décrites dans OpenStreetMap avec leurs contours. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas plusieurs communes qui s'appellent Moiran. Donc, en faisant comme ça, j'ai un résultat qui va être cohérent. Il faut faire attention avec les communes qui s'appellent Saint-Pierre ou Saint-Julien, parce qu'on va avoir une ambiguïté à lever, et donc il va falloir un petit peu plus précis dans notre requête. J'exécute ma requête, et du coup, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a créé 2 couches supplémentaires dans mon projet QGIS. Donc là, j'ai mon OpenStreetMap au fond. Je vais zoomer sur l'emprise de mon résultat. On va masquer ça pour l'instant. Ah oui, j'ai compris. Ça me paraît petit. Alors, le test que j'ai fait ce matin, ça a fonctionné. Excusez-moi. Je vais faire autrement. Je pense que dans mon dans Moiran, là, alors soit je ne l'ai pas fait comme il faut, soit ça ne va pas fonctionner. Je recommence avec Amenity Bus Stop. On va faire des utilisateurs. Et je vais lui dire dans l'emprise du canvas, c'est-à-dire dans la zone qui est zoomée sur ma fenêtre. Ouais, c'est mieux. Et donc là, j'ai récupéré tous mes points d'eau sur la zone qui est zoomée. Je pense que ce qui n'a pas fonctionné tout à l'heure, c'est une confusion sur l'attribut entre bus station et bus stop. Je pense que j'ai dû récupérer seulement la gare routière et pas arrêt de bus. Et il faudrait que je regarde, que je révise mon attribut pour récupérer les arrêts de bus. Je pense que c'est ça qui n'a pas fonctionné. Et donc, là, cette fois, j'ai des points qui sont d'une part personnalisables. Bon, je ne vais pas vous faire là une formation QGIS, mais voilà, si je veux décider que, comme c'est des points d'eau, je les affiche en bleu, par exemple, je peux le faire. Je peux personnaliser ce qu'on appelle la symbologie. Et puis surtout, associé à ces points, il y a une table attributaire dans laquelle on va retrouver tous les attributs de chaque point d'eau. Donc vous voyez par exemple là, il y a un contributeur ou une contributrice qui a renseigné que sur ce point d'eau a été renseignée la mention 1867. On peut penser que c'est peut-être la date de construction. Est-ce que ce point d'eau est
équipé d'une pompe? Est-ce qu'il est accessible en fauteuil roulant? Est-ce qu'il est en accès gratuit? Est-ce qu'il permet de remplir une bouteille? Est-ce qu'on peut passer sous le robinet une bouteille? Est-ce qu'il est en accès restreint? Est-ce qu'il porte un nom? Quel est le type de robinet ou de dispositif qui est proposé? Voilà. Tout ce qui a été renseigné par les contributeurs et les contributrices OpenStreetMap est accessible. Et du coup, l'algorithme derrière QuickOSM fait le nécessaire pour que vous ne récupériez pas des nœuds, des way et des relations, mais que vous récupériez des points, des lignes et des polygones. Donc ça, c'est très très pratique, c'est très utilisé aujourd'hui par les collectivités, parce que sur n'importe quel endroit du territoire, on peut récupérer très facilement des données. C'est comme ça qu'on a fait les cartes du topoguide 50 randonnées sans voiture. Voilà, je veux récupérer l'école, les pics, je veux récupérer les abris en montagne, les points d'eau, les arrêts de bus et les gares. J'exécute mes requêtes, j'obtiens des couches SIG que je vais ensuite pouvoir styler, que je vais pouvoir habiller avec la charte graphique souhaitée. Et QGIS, c'est aussi un couteau suisse vraiment du SIG, c'est-à-dire que lorsque j'ai récupéré une donnée vectorielle, ce que permet QGIS, c'est de très facilement l'exporter sous n'importe quel format courant de SIG. Donc QGIS lit tous les formats courants de SIG, exporte tous les formats courants de SIG et permet de faire tout type de manipulation sur les données. Par exemple, chercher tous les points d'eau potable qui sont à moins de 50 mètres d'un arrêt de bus et qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou ce genre de choses. Voilà, donc ça permet à la fois de requêter les données, de faire des traitements sur les données et ensuite de donner à voir graphiquement les données. Et on peut aller bien sûr jusqu'à la fabrication de cartes et d'atlas. Voilà, donc je trouve que c'est un bel exemple d'écosystème dans lequel vraiment le libre a atteint une superbe maturité et apporte une réponse vraiment complète avec le logiciel de QGIS, la base de données OpenStreetMap, et je ne le disais pas il n'y a pas si longtemps, mais maintenant je le dis, les données de l'IGN. Et les données de l'IGN, et c'est important de redire ça aussi, depuis que les données de l'IGN sont en open data, l'IGN et OpenStreetMap ne sont plus des projets concurrents. Pendant longtemps, OpenStreetMap a été un challenger de l'IGN. Il disait, ben voilà, puisque l'IGN veut nous vendre les données qui sont fabriquées avec nos impôts, nous, les contributeurs, les contributrices, on va faire une base de données qui, elle, est libre et on est quelque part à côté de l'IGN, mais voilà. Aujourd'hui, que les données de l'IGN sont libres, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Ça veut dire que les contributeurs OpenStreetMap peuvent utiliser les données de l'IGN pour contribuer à OpenStreetMap. On a le droit de prendre un tronçon de chemin qui n'est pas encore dans OpenStreetMap, de le prendre dans l'IGN, de le mettre dans OpenStreetMap. Maintenant que les données de l'IGN sont libres, on a le droit de faire ça. Et donc, les données de l'IGN deviennent un support très intéressant pour contribuer à OpenStreetMap. Et après, les données de l'IGN et les données OpenStreetMap, elles ont chacune leurs forces et leurs faiblesses. Donc, en fonction du territoire sur lequel on travaille, de la nature de la donnée, et ben, ça va être plutôt IGN qui va être meilleur ou plutôt OpenStreetMap qui va être meilleur. Et je vous donne à nouveau un exemple sur notre topo guide de randonnée. Pour les noms de lieux, on a travaillé donc sur les trois massifs Vercors, Chartreuse-Belle-Donne et un petit peu Mathésie, Noisan. Pour les noms de lieux, c'était meilleur IGN. Les données étaient qualitativement meilleures dans la base de données IGN. Par contre, pour les points d'eau potable, comme il n'y a pas dans le millefeuille administratif français un niveau territorial qui est responsable des points d'eau, parce que vous avez des points d'eau qui sont mis en place par des communes, d'autres par des offices de tourisme, d'autres par des privés, et donc du coup, il n'y a personne en France qui sait faire une base de données des points d'eau. Et donc du coup, la meilleure base de données des points d'eau, c'est OpenStreetMap. Voilà. Et donc du coup, en fonction de ce que vous voulez faire, ça dépend aussi du territoire. Si vous êtes sur la métropole de Grenoble, où il y a un très fort écosystème d'universités, d'écoles, d'ingénieurs, des libristes, en pagaille, une densité de libristes impressionnante,
Les contributeurs OpenStreetMap, en fait, ils ne supportent pas quand il y a un nouveau tronçon de piste cyclable qui va être inauguré. Il faut qu'il soit dans OpenStreetMap la veille, quoi, parce que sinon, ils sont... Voilà. Et donc, du coup, ils mettent un point d'honneur vraiment à être hyper actif sur les contributions. Si vous allez sur OpenStreetMap dans une zone rurale dans les Alpes de Haute-Provence, voilà, les mises à jour peuvent être moins réactives parce qu'il y a des contributeurs, hein, on s'y emploie, mais c'est évidemment moins dynamique, moins réactif. Donc, OpenStreetMap, sa force, c'est d'avoir vraiment plein de données, d'avoir certaines données que l'IGN n'a pas. Mais une de ses faiblesses, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité sur le territoire. Ça dépend de la densité des contributeurs. Ça dépend de la motivation des contributeurs. Voilà, dans la communauté française, on a un contributeur qui est dingue de réseau électrique. Donc, il cartographie les poteaux, les lignes à haute tension. Voilà, bon, c'est son métier, mais il est vraiment passionné de ça. Et donc, du coup, on a des données dans OpenStreetMap. C'est possible de faire un réseau, un graphe routable du réseau électrique à partir des données OpenStreetMap. Pareil, dans les communautés ferroviaires, on a des contributeurs hyper efficaces. Voilà. Il y a des données sur lesquelles on est moins bon. L'IGN, lui, va garantir une homogénéité parfaite sur le territoire, que vous soyez au fin fond de la Lozère ou que vous soyez dans une grande métropole. La donnée, elle est du même niveau de qualité, de la même fraîcheur, de la même complétude, et donc c'est hyper intéressant. OpenStreetMap, ce sont des données plates. Il n'y a pas de notion d'altitude dans OpenStreetMap, à part on peut mettre un attribut sur un point d'intérêt, sur un pic, un col, dire c'est altitude 216 mètres. Mais quand vous êtes sur un point dans OpenStreetMap, vous n'avez pas l'altitude. Et donc, du coup, ce qui se fait couramment, c'est de superposer les données OpenStreetMap sur le modèle numérique de terrain de l'IGN. Le modèle numérique de terrain, c'est un carroyage qui donne l'altitude de chaque point du territoire avec une résolution de 1 mètre. Ça, aujourd'hui, en France, c'est disponible sous licence libre. Et donc, en assemblant les deux, avec le modèle numérique de terrain, on peut dessiner des courbes de niveau et des ombrages. On peut faire des très belles cartes. Voilà. Donc, dans OpenStreetMap, vous avez des données attributaires vraiment dans tous les domaines. Vous avez, chez l'IGN, vous avez 3 bases de données majeures. BD Topo, qui est la base de données vectorielle des bâtiments, des routes, des chemins. Vous avez la BD Ortho, qui est la photo aérienne avec une précision de 20 cm par pixel. C'est extrêmement précis. Sur une photo aérienne avec 20 cm par pixel, on peut reconnaître les containers de tri sélectif, on voit la couleur du couvercle et on peut savoir si c'est de l'emballage ou du compostable, quoi. Et puis, vous avez la BD Alti, qui est le modèle numérique de terrain qui vous donne l'altitude de chaque point du territoire avec un pas de 1 mètre. Avec toutes ces données et avec un logiciel aussi puissant et aussi dynamique que QGIS, on a vraiment tout en libre pour la donnée géographique. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Puis je suis dispo, je crois qu'il me reste 3 minutes pour des questions. Deux questions. La première, c'est par rapport à OpenStreetMap et aux chemins justement qui ne sont pas mis à jour régulièrement. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est prévu une application qui permettrait d'être sur un téléphone, que quelqu'un active et qui permettrait de, là où passe la voiture, on estime qu'il y a un chemin, plusieurs voitures, on pourra estimer qu'il y a un chemin. C'est la première question. La deuxième question, elle est plus sur le risque de sécurité, puisque j'ai entendu que là, pour les JO, il y avait des plans qui avaient été volés, etc., qu'un acte de terrorisme pourrait justement prendre les centrales électriques, pas les centrales, mais les transformateurs, voilà, tous les postes, voilà, les postes électriques. Et donc le fameux monsieur qui est passionné de ça, et donc c'est le métier peut-être, mais qui met ça en données ouvertes, ça devient des données sensibles. Du coup, est-ce que là-dessus, il y a quelque chose à envisager au niveau de la loi ou au niveau de... Alors, sur le premier point, il y a des applications pour contribuer sur le terrain. Les applications pour contribuer sur le terrain, en général, sont plus performantes et plus adaptées, soit pour contribuer sur de la donnée ponctuelle, donc pour ajouter un panneau indicateur, un point d'intérêt, un poteau, un banc, ou sur modifier un attribut. Je suis dans une rue, elle n'a pas de nom, je clique sur modifier, je saisis son nom. C'est assez difficile sur un écran de téléphone de dessiner
une ligne ou un polygone en étant qualitatif, en étant précis. Par contre, pour faire le lien avec ce que tu as évoqué, ce qu'on peut tout à fait faire, effectivement, c'est enregistrer une trace GPS on fait le tour du bâtiment, on parcourt le chemin, et de retour à la maison, avec des outils qui sont plutôt des outils bureautiques, mais qui savent importer des données GPX, donc le format des traces GPS, on peut effectivement se servir de ça pour contribuer à OpenStreetMap. OpenStreetMap est vraiment né comme ça. OpenStreetMap né en 2004, fête ses 20 ans aussi cette année, en Angleterre. Et l'initiateur d'OpenStreetMap, la première chose qu'il fait, c'est qu'il part de chez lui avec son GPS, il parcourt en vélo les rues les unes après les autres, il enregistre des traces GPX de tous ses itinéraires, et il se sert de ça pour contribuer à OpenStreetMap. Aujourd'hui, on se sert encore de ça pour contribuer à OpenStreetMap dans des zones ultra-rurales ou en Afrique, plus trop en zone urbaine en France, parce que justement, avec les photos aériennes et avec toutes les données open data dont on dispose, on a plus qualitatif, plus précis que la donnée GPS. Sur la question sur la sécurité, c'est vraiment un débat dans la communauté open data. Alors, moi, j'accompagne des collectivités pour essayer de les convaincre que l'open data, c'est important et pour essayer de les accompagner à faire de l'open data plus et mieux. Donc, j'ai un regard très biaisé. Moi, je considère que l'open data, c'est bien dans tous les cas. En tout cas, alors, François Lacombe, pour ne pas le nommer, notre passionné de réseau électrique, intervenant dans une conférence professionnelle d'opérateurs de réseau, avait une remarque que je trouvais très très juste. Il s'adressait à des collectivités, à des opérateurs de réseau, il leur disait il y a en France des données qui sont qualifiées de données sensibles. La liste des données sensibles est elle-même une donnée confidentielle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dévoiler la liste des données sensibles. Lorsque vous êtes une collectivité et que vous refusez d'ouvrir une donnée en vous prévalant du fait que c'est une donnée sensible, vous révélez le caractère sensible de cette donnée et donc vous enfreignez la loi. Bon. C'est un peu que la loi est mal faite, comme une autre loi qui nous a été présentée ce matin, mais en tout cas, j'aime beaucoup le clin d'œil. Sinon, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que OpenStreetMap a 20 ans et que le terrorisme un peu plus. Et donc, a priori, quelqu'un qui a des intentions malveillantes, s'il veut l'emplacement des transformateurs, il le trouvera et il n'a besoin ni d'open data ni d'OpenStreetMap pour moi. Voilà. C'est mon sentiment et donc du coup, moi je pense qu'une plus grande ouverture des données va plutôt dans le sens d'une égalité entre les citoyens en donnant le même niveau d'information à tous, qu'on ait des intentions bienveillantes ou malveillantes, qu'on veuille protéger ou qu'on veuille détruire. Ceux qui veulent détruire, sans ces outils-là, ils auront des infos. Mais là, j'y mets un peu de ma conviction personnelle. Merci.